Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble, comme tous les matins, avec vous Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là également avec Guy Birenbaum et notre invité ce matin est le candidat socialiste à la présidentielle. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Monsieur Apathy. Ça a été l'événement de la campagne électorale hier, pas une surprise, mais tout de même un événement. L'ancien Premier ministre Manuel Valls, muet depuis la primaire des socialistes fin janvier, a repris la parole. C'était sur BFM avec Jean-Jacques Bourdin. Nous écoutons Manuel Valls. Je n'accepte pas la marginalisation de la gauche du gouvernement. C'est l'échec de sa stratégie après la désignation par la primaire. Je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron. Manuel Valls vote pour Emmanuel Macron parce que vous marginalisez la gauche du gouvernement. C'est terrible comme accusation. Oui, c'est terrible si on se souvient que Manuel Valls avait voulu concourir aux primaires pour projet contre projet, essayer d'imaginer quel pouvait être le destin de la gauche dans cette élection, mais au-delà du destin de la gauche, le destin du pays. Parce que l'objectif, je le rappelle, il n'est pas de savoir ce qui se passera après pour les uns et les autres. Je parle des acteurs politiques, mais de savoir ce qui se passera après pour les Français. Est-ce qu'on va améliorer leur vie ou pas ? Et effectivement, aujourd'hui, parler du risque qui existe, et c'est le point d'accord que j'ai avec Manuel Valls, pour la République, pour la démocratie, quand un parti antidémocratique comme le Front National pèse si lourd dans le paysage politique et pourrait peser si lourd dans les urnes, et commencer à pointer ce risque en ne respectant pas le verdict des urnes, en ne respectant pas soi-même la démocratie, c'est cela le symbole le plus lourd. C'est pas tant le manque de loyauté à mon égard. Objectivement, je ne m'attendais pas à grand-chose de la part de Manuel Valls. Mais c'est l'acte qui consiste à ne pas respecter la démocratie pour combattre quoi ? Un péril démocratique. J'y vois là un manque absolu de cohérence et une démonstration aujourd'hui d'une grande faillite morale des élites politiques françaises. Alors, ce que vous dites est fort. Il ne respecte pas la parole qu'il avait donnée, donc effectivement... Non, mais je ne suis pas très fort, tout le monde le dit. Ce manquement à la parole est fort. Il y a autre chose aussi qui est important. Il est honnête. Il ne veut pas voter pour vous parce que votre programme ne lui plaît pas, parce que vous courez un risque, il le dit, de marginaliser la gauche du gouvernement. Mais je veux creuser ce point-là. Il a la franchise de le dire. Bon, écoutez, la franchise, il faut aller au bout. Je lisais dans le Nouvel Observateur, puis après j'aimerais qu'on ne passe pas l'interview sur Emmanuel Valls, si vous le voyez bien. Mais elle disait dans le Nouvel Observateur... Tous les candidats sont dérangés par les questions qu'on leur pose. Cette campagne est curieuse. Moi, je réponds à tout. Ce qui m'intéresse, c'est quand même essayer de parler de ce qui se passera après. Mais je lisais dans le Nouvel Observateur, Manuel Valls déclarant que si François Fillon l'emporterait, il faudrait passer des compromis et discuter avec François Fillon. C'est-à-dire qu'il conçoit des compromis avec François Fillon et pas avec Benoît Hamon. Ça en dit long, effectivement. Pas plus de commentaires que ça. Vous voudriez quoi, que Manuel Valls soit sanctionné ? Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que la gauche de gouvernement, je l'incarne. Oui. Mais dans gauche de gouvernement, il y a gouvernement, exercice du pouvoir, mais gauche aussi. Quand il parle de marginalisation, elle est déjà dans les faits, ou en tout cas dans les sondages. Quand on regarde l'enquête du Cevipof, la moitié de ceux qui se disent proches du Parti socialiste préfèrent déjà, avant que Manuel Valls parle, préfèrent déjà Emmanuel Macron à vous. C'est donc que voilà, vous n'arrivez pas à rassembler cette gauche. Mais aujourd'hui, il y a une vraie crise politique dont la gauche est l'épicentre. Pourquoi ? Parce qu'elle a déçu. Elle a déçu sur ses fondamentaux. On parle de social-démocratie, encore faut-il que la gauche soit sociale. Mais vous décevez. Vous n'arrivez pas à rassembler la gauche. Moi, je ne vous parle pas de moi. J'essaye de penser au-delà. Oui, mais j'essaye de penser au-delà de ce qui se passe. J'essaye même de répondre intelligemment à vos questions. Je parle donc de la crise de la gauche qui est à l'épicentre de la crise politique parce qu'il y a une déception profonde des électeurs. Il y a un éparpillement, qui est aussi lié au fait que la plupart de nos dirigeants sont déboussolés, pardon de le dire. Mais quand on voit que le rassemblement autour d'Emmanuel Macron, pour des gens de gauche, se fait sur la base d'une baisse de l'ISF, d'une augmentation de la CSG, d'un plus grand contrôle des chômeurs, d'une baisse de l'indemnisation des chômeurs, bref, tout ce qui ne relève pas des valeurs, des réponses et des solutions de gauche, c'est-à-dire la justice sociale. Eh bien, moi, je considère que dans ce moment politique-là, il y a effectivement de l'éparpillement et j'essaye de remettre de la cohérence. Comment est-ce que j'essaye de le faire ? En me tournant vers l'avenir et en disant, ces solutions-là,
mes chers concitoyens, n'ont pas marché hier, je vous en propose d'autres. Et je continue. Mes solutions, elles sont quoi ? Le revenu universel d'existence comme un nouveau pilier de la protection sociale. Parce que, je le redis, j'essaye de penser ce que sera le travail demain, et pas tel qu'il est ou non, tel qu'il a été, parce qu'il a déjà commencé à changer. J'essaye de penser le réchauffement climatique et l'impact que ça doit avoir sur la manière dont on produit. Toutes ces questions sont des questions, à mes yeux, importantes. Oui, il y a aujourd'hui un débat politique ou un paysage politique qui se restructure à l'aune de ces questions qui changent. Je veux continuer, moi, à parler de cela. Et si aujourd'hui, à cet instant ou à la photographie que l'on donne, il semble que l'opinion ne suive pas ou qu'elle ne soit pas mûre pour, moi j'attends de voir le résultat du 23 avril. Parce que ce que je perçois sur le terrain de la mobilisation, des retours que j'ai, ne me disent pas ce qui se passe ou ce qui se passerait aujourd'hui. 10 fois plus importante que vous. Non, d'abord, Monsieur Bonchen, vous n'y connaissez rien. Et si vous veniez, non, mais si vous veniez hier dans mon meeting, la réponse est un peu dure. Oui, non, mais c'est vrai. Mais il correspond à une réalité. Et en plus, je vous invite donc à venir dans mes meetings. Et si vous faites ce petit déplacement, vous savez, vous avez une carte de presse, vous serez bienvenu. Ben, vous verrez que ça n'est pas vrai. Guy Berenbaum. Je pense que je vais prendre moi aussi une tarte dans les instants qui viennent. Est-ce que Manuel Valls doit être sanctionné ? Écoutez, demandez ça au premier secrétaire du Parti Socialiste. Le premier secrétaire, on n'a pas bien compris. Oui, moi non plus. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Si le Parti Socialiste dont vous êtes le candidat ne dit pas hier par la voix de son premier secrétaire Manuel Valls, je ne sais pas, va être exclu, ne va pas être investi par le Parti Socialiste, c'est que vous n'êtes pas soutenu par les vôtres et que tout ça met un doute sur votre campagne. Non, mais ça c'est votre doute à vous. Moi, je ne perçois pas, en tout cas, là où je vais, je serai à Béziers, moi, cet après-midi. Qui va à Béziers ? Qui va s'affronter au Front National et aux électeurs du Front National ? Vous voulez dire vous ? Oui, non, mais voilà, moi je vais sur le terrain. Que vous comprenez pas le premier secrétaire du Parti Socialiste. Je lis, je vois bien qu'aujourd'hui il y a une volonté de tenir tous les bouts, et je pense que ces rendez-vous-là sont des rendez-vous après présidentiels. Ils ne m'intéressent pas. Moi, je ne suis pas un fétichiste des appareils du Parti Socialiste, et si j'avais dû compter sur eux, je n'aurais pas gagné la primaire. Je n'avais pas les élus avec moi. J'ai gagné la primaire. C'est le peuple de gauche qui m'a donné ça, une légitimité, et c'est pour cela, parce qu'ils m'ont donné la vie, que personne ne me la reprendra de ces caciques qui aujourd'hui veulent choisir en fonction de leur petite rente politique. Et on reprend cette discussion dans une minute tout pile, 8h40, Victor Matet. Un garçon de 5 ans enlevé hier matin par son père à Clermont-Ferrand. Le dispositif alerte enlèvement est toujours en cours. Vicente porte des lunettes de vue. Son père, Jason Lopez, un détenu en cavale et armé issu de la communauté des gens du voyage, circulerait dans une BMW ou une Mercedes noire immatriculée dans le Puy-de-Dôme. Si vous les apercevez, n'intervenez pas vous-même. Appelez le 197. En Guyane, Mathias Fekl et Erika Barrege mettent en avant un état d'esprit de compréhension. Les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer arrivés sur place hier soir après 10 jours de grève pour tenter de trouver une issue à la crise. Encore des incidents, des affrontements hier soir à Paris entre membres de la communauté asiatique et forces de l'ordre. Cette fois, la manifestation se tenait devant l'hôtel de ville. La police accusée de bavure après avoir tué un homme, un Chinois de 56 ans. C'était dimanche dernier dans le 19e arrondissement. Theresa May tente de rassurer. Nous quittons l'Union européenne, mais nous ne quittons pas l'Europe, écrit la première ministre britannique. Une tribune publiée par plusieurs journaux européens, dont Le Parisien. France Info. L'émission politique de France Info, c'est avec Benoît Hamon ce matin. Question, Gilles Bernstein. Oui, hier, vous avez appelé, après donc, le ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron, vous avez appelé Jean-Luc Mélenchon et les autres candidats de gauche à vous rallier. Réponse de Jean-Luc Mélenchon en meeting, c'était au Havre et en gros, il vous dit pas question, on l'écoute. Ce n'est pas parce que s'éparpillent au gré des vents les plus divers ceux qui a prétendu hier vous représenter que moi je changerai ma façon de faire. Je resterai fidèle à la parole donnée, d'abord celle que je vous ai donnée à vous. Je ne dépends que de vous et je ne négocierai rien avec personne à aucun moment à cette étape. Voilà, donc la gauche de la gauche va rester divisée jusqu'au bout. Écoutez, moi j'ai essayé de partir de ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon disait « ça n'est pas possible parce qu'il y a Manuel Valls ». Le prétexte qui justifiait jusqu'ici qu'il n'y ait pas d'accord possible, c'était l'existence d'une sorte de problème Manuel Valls. Ça, il vous l'avez dit à vous.
il l'a dit publiquement, systématiquement en disant « Nous ne pourrons pas demain nous allier avec ceux qui continuent à avoir Valls parmi leur soutien ». J'observe que Manuel Valls a fait un choix qui clarifie, du point de vue de Jean-Luc Mélenchon, à mes yeux, la situation. Et c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers lui pour lui dire maintenant que cette hypothèque est levée, cela change-t-il ton point de vue ? Manifestement non. Mais moi, je continue en tout cas sur le terrain ce que j'ai dit hier soir dans un grand meeting, M. Morenstein à Lille. Oui. Soyez gentil avec Gilles, on a noté votre meeting à Lille. C'est pour ça, je m'amuse. Mais ce que j'ai dit hier, c'est que voilà, moi je continue à parler à tous les électeurs de gauche et à les inviter à quoi ? À essayer d'imaginer de quelle manière nous pourrions être au second tour. Parce que la question qui est posée aujourd'hui, c'est quel est le projet politique qui peut rassembler toute la gauche. Et il me semble que dans la centralité qui est la mienne à gauche, j'ai cette capacité de parler à tout le monde. C'est ce que j'ai dit à Jean-Luc Mélenchon, il y a répondu. Parce que je ne pense pas qu'il ait cette centralité. Parce que aujourd'hui, j'observe que le projet qu'il défend, notamment sur la question européenne, nous déplace à gauche, on va dire sur un segment de la gauche qui ne pourra pas rassembler toute la gauche. C'est bien la difficulté. Je pense qu'il y a un plafond à la dynamique. Il y a deux manières de voir le problème. La centralité, je ne sais pas trop ce que vous y mettez. Centralité à gauche, effectivement, c'est un peu baroque. Centralité à gauche. C'est un peu compliqué, mais être au centre de la gauche, quoi, si vous voulez. Au centre de la gauche, d'accord. Et puis il y a les intentions de vote, il y a la dynamique. Il ne pas être au centre-gauche. Ouais. C'est autre chose. C'est pour ça que... Ouais. Il y a la dynamique de campagne, et celle-là, elle semble plutôt du côté de Jean-Luc Mélenchon. Alors vous dites, elle a ses limites, la dynamique, et j'entends bien, mais aujourd'hui, dire à Jean-Luc Mélenchon, retire-toi, alors que c'est lui qui a l'air d'avoir plus d'énergie que vous, c'est évidemment courir le risque qu'il vous réponde non. Mais j'entends, mais en l'occurrence, une campagne électorale, ce sont des moments politiques dictés par l'évolution de la campagne elle-même. Moi, il m'est apparu qu'à partir du moment où Manuel Valls décidait de soutenir Emmanuel Macron, il était légitime que je m'adresse à toute la gauche, d'ailleurs pas qu'à Jean-Luc Mélenchon, aux communistes, à toutes les formations qui composent la gauche, pour leur dire, peut-on envisager cela ? La réponse de Jean-Luc Mélenchon étant non, nous poursuivons. Jean-Luc Laurent a d'ailleurs... Pierre Laurent. Pierre Laurent, pardon. Pierre Laurent a d'ailleurs Jean-Luc dit... Laurent existe aussi. Hein. Il existe aussi. C'est un chevènement petit. Mouvement des citoyens. Absolument. Pierre Laurent a dit, voyons-nous. Cette rencontre n'aura pas lieu. De facto, maintenant. Pas d'utilité. Guy Birenbaum. Hier soir, dans ce meeting, justement, à Lille, nous sommes parfaitement au courant que vous étiez à Lille et que c'était très réussi hier soir. On a entendu Martine Aubry attaquer très, très durement Emmanuel Macron. Être socialiste, ce n'est pas, comme le font tous ceux-là, soutenir en 2012 François Hollande, le candidat qui disait « j'aime les gens et pas l'argent », et en 2017, le candidat qui aime l'argent et pas les gens. Et on le voit en permanence. Le candidat qui aime l'argent et pas les gens, c'est quand même une rhétorique extrêmement brutale. Vous l'auriez dit pareil ? Bon, écoutez, moi, je demande à être comptable de ce que je dis. D'abord, première chose, c'est une élection c'est votre présidentielle. meeting, vous nous l'avez bien expliqué, hein, excusez-nous. Non, mais ce que dit Martine Aubry, c'est quoi ? C'est que aujourd'hui, on ne peut pas continuer à fonder l'avenir de ce pays sur des choix politiques qui sont des choix politiques qui privilégient fondamentalement ceux qui vont bien. Et c'est cela qu'elle a développé dans son intervention. Moi, je considère que le projet politique auquel se rallient dirigeants de droite et dirigeants de gauche qui ont tous gouverné dans les 20 dernières années et qui se réunissent aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron, ce projet ne fait que perpétuer ce qui s'est déjà passé et ce qui a déjà échoué. Il n'y a absolument rien de nouveau. Une mesure de crédit au PME ici, une petite mesure fiscale là, un dispositif pour flexibiliser le marché du travail et la baisse du nombre de fonctionnaires, la baisse des dépenses publiques, la baisse des dotations aux collectivités locales. Business as usual, comme on dit. Et il n'y a aucune raison que ce qui a échoué pendant 20 ans en France, ce qui a échoué ailleurs en Europe, réussisse mais demain. Vous revenez sur le programme, c'était pas une attaque sur le programme. Moi, je vous parle du programme. J'entends bien, mais non, il y a dans votre campagne des attaques souvent un peu nauséabondes sur l'argent qu'aurait gagné Emmanuel Macron. Non, moi je n'ai fait aucune attaque sur l'argent qu'aurait gagné. Alors là, donnez-moi une déclaration. Non, alors donc vous prenez acte de Martine Aubry. Vous prenez acte que vous n'êtes pas d'accord avec ce genre d'attaque. Attendez. Non, illustré, vous dites il y a une attaque nauséabonde sur... Non, celle-ci, moi, je il considère... aime l'argent et pas les gens, on peut gagner de l'argent et aimer les gens. Moi, je pense que l'argent pollue cette campagne, je l'ai dit, et j'ai honte de cette campagne quand il y a 2 personnes mises en examen, et j'entends encore François Fillon parler de l'Allemagne. En Allemagne, il ne serait plus candidat.
vu aujourd'hui les accusations qui pèsent sur lui. Madame Le Pen, elle aussi, est mise en examen. Mais elle ne parlait pas, ne parlait pas de ni de François Fillon ni de Marine Le Pen. Moi, je parle de ce dont j'ai envie de parler, M. Bronstein. Oui. Donc oui, l'argent pollue cette campagne. Et en l'occurrence, il le pollue encore davantage quand, dans les faits, dans les programmes électoraux, nous sentons aujourd'hui que de puissants lobbies pèsent sur les choix politiques qui sont faits. Un exemple, quand aujourd'hui Emmanuel Macron dit « je ne reprends pas le compte pénibilité », parce que pénibilité renverrait à la notion de douleur ou de souffrance au travail, il fait quoi ? Il prend à la lettre le programme du MEDEF. Et d'ailleurs, il le dit devant le MEDEF. Il le dit devant le MEDEF. Or, aujourd'hui, nous savons que dans certains métiers, on va vivre 3, 4, 5, 8 ans de moins que dans d'autres parce qu'on a eu un travail pénible, où on a effectivement souffert. Non seulement on aura une retraite plus courte, mais la retraite que l'on va passer, on la passera en mauvaise santé. Donc oui, le compte pénibilité est légitime de ce point de vue-là. Et dans ce sens, de ce point de vue-là, ces forces-là pèsent sur la campagne. Et nous avons raison de les dénoncer, comme moi je dénonce l'incroyable confusion. Et d'un mot, c'est le point sur lequel hier, moi, je me suis penché j'ai beaucoup parlé des Le Pen, mais je veux dire d'une chose sur Emmanuel Macron, que dans la même phrase, il est dit « je veux rompre avec la droite de 34 et la gauche de 81 ». Mais quand même, notre histoire, c'est renvoyer la gauche de Pierre Mauroy et François Mitterrand, qui fait les 39 heures, la 5e semaine de congé payé et abolit la peine de mort, aux ligues factieuses de 34 ? Mais c'est aussi absurde qu'indigne. Emmanuel Macron, plutôt de droite que de gauche, d'après vous ? Au total, quand vous l'écoutez ? Sur les questions économiques et sociales, de droite. De droite. Je me trompe, Marine Le Pen n'est pas mise en examen. Hein. Vous dites 2 personnes mises en examen dans son parti. Mais pour être précis. Il y a 10 personnes qui sont mises en examen. examen. Mais pas elle encore, puisque de toute façon, elle refuse les convocations des. Oui, mais il y a de toute façon, il y a 3 chefs d'accusation, les emplois fictifs, sous-évaluation du patrimoine, si mes souvenirs sont bons, il y a un 3e. Pour l'instant, il n'y a qu'une personne mise en examen dans cette campagne électorale, c'est François Fillon. C'était juste pour être factuel. Vous irez jusqu'au bout, Benoît Hamon ? De quoi ? De la présidentielle ? Oui. C'est la question. Évidemment que je suis allé jusqu'au bout. C'était quand même incroyable comme question. Ah, vous répondez comme d'autres, en d'autres temps. Jacques Chirac avait répondu la même chose. Oui, il a gagné. Je suis dans le rôle d'Arlette Chabot. Mais oui, je vous regarde avec un grand plaisir et comme vous souriez, je vous souris. D'accord. Donc vous irez jusqu'au bout. Évidemment. Il fallait le vérifier. Je me réjouis déjà de vous retrouver le 8 mai. Allez, réjouissons-nous encore pendant 10 minutes. Il est 8h50 sur France Info. Vous serez mon invité, monsieur Apathy. Des manifestations de retraités en région ce matin à Paris. Cet après-midi, ils réclament plus de pouvoir d'achat, comme 8 Français sur 10, d'après un sondage Ipsos pour France Info. La réclusion criminelle à perpétuité confirmée en appel pour Yoni Palmier, celui que l'on surnomme le tueur de l'Essonne, condamné pour 4 meurtres commis fin 2011, début 2012. Faut-il interdire définitivement le dossier Taxel? L'Agence nationale du médicament se donne 1 mois et maintient pour l'instant sa suspension depuis sa commercialisation en 1996. 48 patients traités avec cet anticancéreux sont décédés en France. De quoi rendre jaloux leurs collègues masculins, les footballeuses du Paris Saint-Germain et de Lyon, qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des Champions, en battant respectivement les clubs allemands du Bayern Munich et de Wolfsburg. Et puis plus de 245 000 signatures sur Internet. Une pétition pour demander à Melania Trump de s'installer à la Maison-Blanche ou bien de payer elle-même les frais pour sa sécurité. La première dame des États-Unis vit toujours dans la Trump Tower à New York. Sa sécurité et celle de son fils coûterait pas moins de 120 000 € par jour. France Info. C'est Benoît Hamon qui est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Et la question, c'est vous, Gilles Bronstein. Oui, je voudrais vous parler de votre programme. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont disparu entre le programme de la primaire et le programme pour les élections. Vous proposiez un partage en 3 tiers de l'actionnariat des entreprises, 1 tiers pour les actionnaires, 1 tiers pour les salariés et 1 tiers pour les tiers participants, les ONG, les collectivités locales. J'ai l'impression que maintenant, c'est moitié-moitié. Et alors, j'ai une autre question. Vous proposiez le droit inconditionnel au temps choisi. Partiel. Ouais, autant choisi. Et je ne l'ai plus revu. Alors, est-ce que ça a disparu ou est-ce que vous l'avez gardé ? Non, mais alors d'abord, la première question, qui est une question importante. Moi, j'ai travaillé sur
la démocratie sociale est la manière de finalement mettre en œuvre une forme de cogestion à la française. Comment mieux associer les salariés aux décisions stratégiques de l'entreprise et donc faire en sorte que quand on a une décision d'abord importante pour l'entreprise, quand une décision peut concerner l'organisation du travail, l'avis des salariés soit suffisamment important pour qu'ils soient véritablement partie prenante. Toutes les entreprises où la démocratie sociale est vivante sont des entreprises qui sont plus compétitives et où les salariés sont plus productifs mais aussi beaucoup plus heureux au travail. Et moi, je veux m'inspirer aussi de ce qui se passe de bien en Allemagne. Il n'y a pas que des mauvais exemples ou que des bons exemples. Il y a, je crois, en matière de démocratie sociale, une cogestion qui explique pour beaucoup la compétitivité des entreprises allemandes, leur capacité à être réactives, leur capacité justement à faire en sorte aujourd'hui qu'elles associent l'intérêt des salariés et l'intérêt de l'entreprise elle-même. D'où une proposition qui, aujourd'hui, repose sur le principe d'une moitié de représentants des salariés. Vous avez modifié votre proposition? Oui, j'ai fait évoluer mes propositions à partir de dialogue d'abord avec les organisations syndicales et je considère que quand les propositions qui sont faites apparaissent meilleures, eh bien, il faut savoir faire évoluer ces propositions. Sur le droit inconditionnel au temps choisi, il est à mes yeux indissociable d'une démarche qui est celle du revenu universel et celle du partage du temps de travail. Je crois aujourd'hui qu'il faut inciter les entreprises à modifier leur organisation du travail. Inciter, c'est pas inconditionnel. D'accord, mais c'est un droit, vous savez, un droit, vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas. Et il y a beaucoup de droits que vous avez. Mais si je veux aller demander un temps partiel à mon patron, ça veut dire qui me dit c'est la campagne, il faut que tu travailles, je peux lui dire non, je veux du temps partiel. Il faut que demain, on puisse donner aux citoyens et aux salariés des droits qui leur permettent de modifier effectivement. Incroyable, au XXIe siècle, une chose pareille, de pouvoir réduire le temps de travail. Je m'explique. Si nous donnons, par exemple, demain, un revenu universel qui vient compléter votre revenu, avec aujourd'hui un salaire à mi-temps, il y a aujourd'hui des Français qui n'ont qu'un mi-temps au SMIC, c'est-à-dire un peu plus de 550 € par mois. Il serait complété par 400 € de revenu universel. La possibilité pour ces gens de travailler à mi-temps devient raisonnable, avec un pouvoir d'achat véritablement intéressant. Eh bien, je veux permettre à celui qui est à plein temps de passer à mi-temps s'il le souhaite, c'est-à-dire de réduire son temps de travail, de mieux organiser sa vie, sans véritable perte de pouvoir d'achat grâce au revenu universel. Si nous n'avons pas ce droit inconditionnel au temps choisi, ce sera difficile à faire. Le revenu universel, je l'ai pensé comme un moyen d'améliorer la feuille de paie, mais aussi un moyen pour chaque salarié, notamment dans les métiers les plus pénibles, notamment dans ces métiers des services à la personne, où il y a beaucoup de femmes qui travaillent et qui n'ont pas beaucoup de moyens aujourd'hui de négocier avec leur employeur, eh bien de disposer d'un instrument, le revenu universel, pour ne pas perdre de pouvoir d'achat, et d'un autre instrument, le droit inconditionnel au temps choisi, pour justement passer d'un plein temps qui ne leur permet pas de vivre correctement à un mi-temps. Vous étiez parvenu à mettre le revenu universel au centre du débat de la primaire. Dans la campagne présidentielle, c'est beaucoup plus difficile. Oui, c'est un peu le symptôme de la difficulté de votre campagne. Non, mais si vous retenez, en tout cas dans les enquêtes qualitatives qui sont faites, s'il y a une idée qui sort de cette campagne présidentielle, c'est le revenu universel d'existence. Et moi, je me réjouis d'avoir fait de la question sociale une question centrale. Qui d'autre propose quoi que ce soit sur le pouvoir d'achat ? Moi, je mets 35 milliards d'euros de relance de notre économie par le pouvoir d'achat, c'est le revenu universel d'existence dans sa première étape au 1er janvier 2018, avec un impact sur les recettes fiscales de l'État, un impact sur l'emploi et un impact sur les carnets de commandes des entreprises. J'observe qu'il n'y a pas beaucoup de projets équivalents. Si, en matière de dépenses publiques, on voit qu'il y a des réductions d'impôts tous azimuts aux entreprises qui coûtent très cher, avec d'ailleurs des projets d'Emmanuel Macron et de François Fillon, jugés sévèrement par bon nombre de think tanks sur le coût qui serait le leur pour la puissance publique. Un débat à 11 était prévu sur France 2 le 20 avril. 2 candidats au moins, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, trouvent que c'est trop proche de la date... Emmanuel Macron, oui, pardon. Mais François Fillon, Bernard Accoyer a dit aussi hier que la date n'était peut-être pas très bonne. Ce débat a donc l'air compromis. Votre analyse, vous, Benoît Hamon, fait que vous avez plutôt envie d'y participer ou pas à ce débat du 20 avril ? Mais moi, j'ai participé à plusieurs débats. Aujourd'hui, on sait que la décision des électeurs se cristallise dans les derniers jours, la dernière semaine, sinon les 15 derniers jours. Ce débat-là, il est évidemment utile. Moi, je ne peux pas dire il faut plus de démocratie et refuser un moment démocratique. Alors, s'il faut le faire le mercredi plutôt que le jeudi ou le mardi plutôt que le jeudi, vous êtes disponible. Moi, j'ai dit que j'acceptais volontiers de participer à ce débat. Si Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron n'y participaient pas, par exemple, si c'était des représentants, vous y participeriez quand même ? Je pense que ça doit être un débat entre les candidats, pas des candidats et des représentants des candidats. Mais moi, en tout cas, j'ai dit à la direction de France Télévisions que je participerai à ce débat. D'accord. Est-ce que vous attendez quelque chose, une prise de parole avant le premier tour de François Hollande ? Non, je ne crois pas qu'elle soit prévue. Vous le souhaiteriez ? Et ce n'était pas ma question. C'est ma réponse. Tout de même, je ne crois pas qu'elle soit prévue, je ne vais pas rentrer dans un petit feuilleton à savoir si Benoît souhaite quoi que ce soit. Je pense qu'elle n'est pas prévue. Point.
Il vaut mieux, enfin, vous n'en avez pas envie, quoi, en gros. C'est pas ça, ma campagne ne dépend pas de cela. Ça dit le malaise des socialistes, tout ça. Non, ça dit que François Hollande, nous tournons une page. François Hollande est président de la République. Est-ce qu'on peut imaginer que le président de la République soit mieux qu'au premier tour ? Moi, je ne suis pas là pour dire quelque chose qui sera interprété, amènera à ce qu'on interroge le président de la République. Selon la réponse qu'il fera, on me réinterrogera, pardon. Et vous comprenez que la question soit légitime. Mais évidemment, mais je ne dis pas qu'elle est illégitime. Je dis simplement que ma réponse est celle-là parce que je ne veux pas faire campagne sur ce terrain-là. Ça veut dire aussi qu'un président peut plomber une campagne. C'est ça que ça veut dire ? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'une campagne électorale, elle doit se faire, à mes yeux, le plus possible et le plus longtemps possible sur les questions qui intéressent directement la vie des Français et un peu moins sur ce qui nous intéresse, nous. Une note un peu légère. On avait noté quand vous étiez devant des écoliers ceci, et c'est une énigme. On voulait votre réponse. On écoute. Tenzin. Do you think that leaving the government hurt your image or made you look like someone disloyal? Est-ce que j'ai été déloyal? Est-ce que ça m'a donné... In English, please. Non, je vais répondre en français, si tu veux bien, parce que c'est à cette excellente question dans un excellent anglais. Un candidat à la présidence de la République ne répond qu'en français ou bien... Non, il peut parfaitement répondre en anglais. Vous auriez pu répondre en anglais. Improve your English. Mais pour le coup, Just moi, j'ai eu une multitude d'entretiens depuis longtemps, et je vous rappelle que j'ai été parlementaire européen, et que sur ces questions-là, la plupart des réunions se font sans interprète, et moi je suis parfaitement capable de mener une conversation politique avec mes partenaires en anglais. Alors, la chance que j'ai eue quand j'étais en Allemagne, on n'en a pas parlé, c'est juste le Brexit en ce moment, et avec Angela Merkel et avec Martin Schulz, c'est que, Angela Merkel parlait un allemand excellent, évidemment, mais avec une traduction là, et Schulz parle un français, lui, remarquable. Et je me réjouis que les sociodémocrates allemands, un vrai parti social-démocrate, lui, n'ait pas eu d'ambiguïté au moment de choisir son candidat. Merci Benoît Hamon d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci à tous, on se retrouve demain.